Voilà, parfait. Enregistrement et transcription. Écoutez, encore une fois, bienvenue à tous donc, sur ce club innovation qui est co-organisé par le pôle compétitivité Aquavalley. Simon Olivier, mon collègue qui est présent aujourd'hui du pôle Aquavalley, et puis EA Eco-entreprise. Et moi-même que je représente, donc Simon Mardin, responsable Europe et Innovation. Ce club innovation est également co-organisé avec les agences de l'eau Adour, Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse, que je remercie de nouveau. On peut passer à la slide suivante, Simon. Oui. Je pense qu'il y avait... Voilà, parfait. Bienvenue. Juste en guise d'introduction, je serai très rapide, je vous le promets. En termes d'ordre du jour, on aura une présentation des 12e programmes des deux agences qui seront faites par Monsieur François Robéry de l'agence de l'Europe Méditerranée Corse et Madame Ariette Sourzac de l'agence de l'eau Adour-Garonne, que nous remercions de nouveau pour leur présence aujourd'hui. Un temps d'échange, comme promis, vous voyez qu'on vous a réservé 20 bonnes minutes pour vos questions. N'hésitez pas également au fil de l'eau à inscrire vos questions dans le chat, on pourra les prendre à ce moment-là. Et puis, on conclura, Simon et moi, en vous présentant les autres appels à projets en cours dans le domaine de l'eau pour que vous puissiez vraiment avoir toutes les informations. Et puis également quelques infos sur les futurs événements qui seront organisés. Voilà, pour que vous puissiez avoir un package complet le plus possible d'informations sur les aides à l'innovation dans le domaine de l'eau. Vous avez nos coordonnées, côté agence de l'eau, mais également côté EA Entreprise et Aquavalley. Et encore une fois, ravi de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Juste un tout petit mot très rapide sur l'accompagnement innovation qui est proposé par Aquavalley et EA Entreprise. Notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les projets tout au long de leur vie, hein, sur l'ensemble des phases de la vie d'un projet d'innovation, depuis son émergence jusqu'à sa réalisation et sa mise en œuvre. Donc, sur la partie, effectivement, émergence, il y a de l'animation hein, qu'on propose. Donc, ça, ce sont vraiment des services qui sont proposés à la fois par EA Eco-entreprise en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et par Aquavalley en région Occitanie. Typiquement, c'est ce que l'on fait aujourd'hui, c'est l'organisation et l'animation de clubs innovation, où là, vraiment, l'objectif est de vous accompagner en vous donnant des informations le plus possible qualifiées, sur des journées ou sous forme de webinaire avec des experts pour vous donner les bonnes informations, en tout cas le plus possible. Et puis, l'idée, c'est aussi de pouvoir réaliser des mises en relation, notamment entre les entreprises et les académiques, les laboratoires de recherche et les universités, animer des groupes de travail et le plus possible créer des synergies, puisque l'objectif de notre cluster et du pôle Aquavalley, c'est vraiment de faire le lien entre les acteurs et l'écosystème. On organise aussi, bien sûr, des rendez-vous B2B et on peut faire aussi de la veille sur les appels à projets comme on va le faire aujourd'hui. Sur la construction du projet, donc une fois que le projet est identifié, on va vraiment pouvoir vous accompagner dans le montage de vos projets collaboratifs ou individuels, donc que ce soit des projets monopartenaires ou avec plusieurs partenaires. Dans le cas des projets collaboratifs, on va aussi pouvoir vous appuyer sur de la recherche de partenaires et puis jouer un rôle de tiers de confiance, rechercher les financements les plus adaptés par rapport à votre projet et aller jusqu'à de la relecture de dossiers et vous donner des conseils avisés sur le montage de vos dossiers. Sur la labellisation de projet, je vais laisser juste Simon dire un mot, puisque ça, c'est vraiment spécifique au pôle de compétitivité. Simon, je te laisse dire un mot. Oui, bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, pardon, la slide a changé.
Ok, donc Simon Lier, chargé de mission innovation au sein du pôle Aquavalais. Effectivement, la particularité du pôle, c'est de aussi labelliser les projets. Donc l'idée, c'est dès lors qu'une entreprise ou un laboratoire de recherche a un projet d'innovation à porter sur un guichet de financement, elle peut le faire relire, revoir par un comité d'experts. Donc ils sont aujourd'hui 25 personnes au sein du comité de labellisation de projet d'Aquavalais. Et ça vous permet, en tant que porteur de projet, d'avoir une revue critique et constructive vis-à-vis de votre projet, donc pour vous permettre de l'améliorer si besoin. Et puis, c'est aussi un gage de solidité pour les financeurs, puisque si votre projet est jugé solide, cohérent, pertinent et en phase avec le cahier des charges visé, eh bien, vous êtes labellisé. Donc, c'est le coup de tampon que vous voyez là, avec une lettre de recommandation du pôle, etc. Donc, c'est à la fois un gage de solidité et à la fois un vecteur de visibilité, puisque nous, on a vocation aussi, le pôle, à valoriser et donner de la visibilité aux projets labellisés et financés surtout. Voilà, puis la partie de suivi de projet qu'on effectue et qu'entreprise et Aquavalais, c'est de rester en fait dans le comité de pilotage ou bien en suivi de votre projet pour pouvoir le valoriser sur des événements, d'accompagner la négociation accord de consortium dans le cadre de votre projet d'innovation, donc ça c'est pour le montage, la négociation avec les financeurs, qui peut être également aidé par l'une ou l'autre des structures, et puis d'anticiper les phases pré-commerciales et pré-industrielles du projet. Simon, un complément? Non, merci, tu as tout dit. C'est Bien, parfait. alors on va passer la parole à nos intervenants. Pour commencer, donc Monsieur François Robéry de l'agence de l'eau RMC, basée à Marseille, mais je laisse prendre la main et se présenter et suivre la présentation. Et Oui, n'hésitez bonjour à pas à tout me le dire monde. slide suivante. Voilà. Voilà, vous m'entendez bien? Oui, bonjour à tout le monde. Donc, François Robéry, donc je travaille à l'agence de l'eau, à la délégation de Marseille de l'agence de l'eau, sur le territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Et j'interviens aujourd'hui plutôt dans le cadre de mes missions de référence au niveau de la délégation sur les sujets eau et pollution. Alors, je vais vous faire cette présentation du 12e programme en deux parties. Une première partie qui est assez générale qui couvre à peu près toutes les thématiques du programme. Et puis après, on rentrera un peu plus dans le détail des aides du 12e programme sur donc les acteurs économiques du territoire. Alors, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais dans la première diapositive, la diapositive suivante, je présente rapidement l'agence de l'eau. L'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse fait partie des 6 agences de l'eau nationales. Donc, on a un territoire qui est assez étendu, qui va depuis en gros Besançon jusqu'à la Corse et puis de l'autre côté jusqu'à l'Occitanie. Et donc, nous sommes un établissement public de l'État sous tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire. Et l'ensemble des missions que l'on porte contribuent à l'atteinte du bon état des eaux, que ce soit des eaux superficielles, souterraines ou côtières. Bon état des eaux qui nous est demandé par la directive 4 sur l'eau. Nous avons un système économique qui est fondé sur la perception de redevances. Ces deux redevances nous permettent de financer l'ensemble des actions et de décliner les programmes d'intervention. La diapo suivante. Donc, le 12e programme, parce qu'en fait, on incrémente, donc il fait suite au 11e programme, et finalement, ça fait 12 programmes, donc plus de 60 ans que les agences de l'eau interviennent sur nos territoires pour améliorer l'état des eaux. Ce 12e programme, il est bâti autour de 4 enjeux, donc des enjeux qui
je dirais, perdure dans le temps, notamment celui de l'atteinte du bon état des eaux. Et au travers de cet enjeu, eh bien, il y a toutes les actions que l'on porte donc au niveau de l'assainissement, au niveau de la conformité de l'eau potable, etc. Il y a des enjeux nouveaux qui se sont rajoutés dernièrement au 11e programme, la reconquête de la biodiversité. Nous n'intervenions pas dans les programmes précédents sur ces thématiques-là. Et puis un enjeu très transversal qui est l'adaptation du territoire au changement climatique, qui nous oblige bien, à mener des actions sur les territoires dans différentes thématiques. Un changement climatique, eh bien, on touche le sujet, bien sûr, de la sobriété en eau, mais d'autres sujets tels que la désimperméabilisation. Puis un quatrième enjeu, c'est la solidarité des territoires. C'est notre politique qui permet aux territoires ruraux, notamment, de bénéficier d'aides qui sont majorées pour inciter ces territoires à contribuer au bon état des eaux, à renouveler leurs infrastructures qui peuvent être soit vétustes, soit en retard. Voilà un peu les grands enjeux de ce 12e programme. Sur la diapo suivante, donc, ces grands enjeux, c'est un budget pour le programme, c'est un budget qui est en croissance, qui a augmenté par rapport au programme précédent. Donc, vous voyez 25% d'augmentation par rapport au 11e programme, 520 millions d'euros par an d'aide pour l'ensemble des projets qui sont portés par les collectivités. Bien évidemment, les collectivités sont des interlocuteurs historiques des agences de l'eau, mais également les entreprises, les associations, les agriculteurs, en fait, tout un ensemble de maîtres d'ouvrage qui vont porter des actions qui contribuent aux objectifs du programme, de ce 12e programme. Tous les territoires sont éligibles avec des pondérations, évidemment, mais ce programme, il s'adresse à l'ensemble du territoire. Et effectivement, je le disais, ça fait partie des 4 enjeux. Il y a une attention toute particulière avec des enveloppes qui sont réservées pour les zones rurales qui peuvent être fragilisées, notamment par le changement climatique. Voilà, donc un programme qui est ambitieux et qui va permettre de faire beaucoup de choses. Sur la diapo suivante, l'ambition, c'est d'aider nombreuses opérations. Vous voyez, plus de 4000 opérations en moyenne sont aidées toutes les années par notre établissement. Ces opérations, eh bien, elles contribueront, alors on en a déjà parlé, j'en ai déjà parlé, à organiser la sobriété. La sobriété, c'est vraiment un sujet qui fait partie des priorités de ce programme, hein, c'est les économies d'eau pour tous les acteurs. On relaie là le plan eau du gouvernement. C'est aussi travailler sur ce qu'on appelle la GEMAPI, hein, favoriser les dynamiques naturelles des milieux aquatiques, reconquérir la biodiversité, améliorer la qualité des eaux. Donc, on continue là à apporter beaucoup d'aide, je le souligne, en particulier moi qui travaille sur le territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, on a beaucoup de projets qui sont financés sur ce territoire, qui visent les réseaux d'assainissement, l'amélioration du fonctionnement des réseaux d'assainissement, mais aussi des stations d'épuration. L'eau potable, avec en particulier, eh bien, il y a des nouveautés dans ce 12e programme sur l'eau potable avec des polluants émergents tels que les PFAS, les CVM, où là, on va pouvoir aider les collectivités à prendre ce sujet pour que l'eau qui soit desservie sur les unités de distribution soit potable. Et puis, un nouvel enjeu qui relie le changement climatique, c'est celui de restaurer la capacité des sols, faire en sorte que les sols soient plus en capacité d'aller infiltrer de l'eau pour la stocker, pour alimenter les nappes. Donc ça, c'est un sujet un peu nouveau sur lequel nous allons travailler et pour lequel il va falloir qu'on capitalise des retours d'expérience. Donc, vous voyez une grande diversité d'opérations qui sont éligibles dans ce 12e programme. Sur la diapo suivante, c'est plutôt pour vous dire que ce programme, eh bien, il se compose d'un énoncé. Hein, donc, ces documents, ils sont bien évidemment accessibles sur le site de l'Agence de l'eau. Vous avez des délibérations et la nouveauté de ce programme, c'est que vous avez des fiches aides. Donc, il y a
43 fiches aides qui viennent préciser les modalités de mise en œuvre de ce programme, les conditions d'éligibilité, les sujets qui sont éligibles et les taux d'intervention, etc. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Dans la diapo suivante, bon, elles sont citées, toutes ces fiches. Elles sont regroupées par grandes thématiques. Donc vous pouvez les consulter hein, sur le site. C'est vraiment un outil pour les maîtres d'ouvrage pour bien connaître si les projets qu'ils portent et pour lesquels ils souhaitent bénéficier d'aide rentrent dans le cadre de ce programme-là. Voilà pour en fait, les grandes lignes du 12e programme. Donc, on va rentrer. Alors, j'ai fait le choix de ne vous présenter que les. Hein, donc, parce que s'il fallait passer en revue toutes les thématiques, eh bien, le temps qui nous est proposé ne serait pas suffisant. Donc, on va rentrer dans dans la diapo suivante qui est donc les acteurs, les aides de ce programme au monde économique. Donc, dans le cadre de ce programme, on va pouvoir accompagner, on va pouvoir financer plusieurs types d'opérations. Quand on parle acteurs économiques, je dirais c'est tous les acteurs qui ne sont pas des collectivités, qui ne sont pas des associations, qui ne sont pas l'État, etc., et qui exercent une activité économique. Et donc, on est en capacité de soutenir différents types d'opérations, la réduction des pollutions. Donc ça, c'est un sujet historique sur lequel on intervient depuis de nombreux programmes. Et réduction des pollutions, donc c'est deux types de pollution. La priorité, c'est les micropolluants qui viennent affecter la qualité de l'ensemble des masses d'eau, qu'elles soient souterraines, superficielles, etc. Donc, c'est aider des process, des infrastructures qui permettent de réduire la pression de micropolluants et des macropolluants. Donc, ça, c'est plutôt la pollution carbonée, hein, donc, les caves, les moulins, etc., dont les rejets affectent l'état des eaux. Donc ça, c'est un premier axe. Un deuxième axe d'action que l'on va accompagner, c'est la déconnexion des eaux de pluie, des réseaux. Donc là, on parle beaucoup de désimperméabilisation, hein. Il s'agit d'aller aider les acteurs économiques à déconnecter leurs eaux de pluie qui se sont en général prises en charge dans des réseaux, alors qu'ils soient unitaires ou séparatifs. Réseaux qui, quand on est sur l'unitaire, eh bien, rejoignent la station d'épuration. Quand on est sur du réseau séparatif, rejoignent le milieu naturel. Donc ça, c'est une thématique qui s'est fait jour. On travaille sur ce sujet dans les agences de l'eau, que ce soit l'agence de l'eau RMC ou les autres agences de l'eau depuis la fin du 10e programme. Et ça fait partie aussi des enjeux prioritaires. Le plan d'adaptation au changement climatique du bassin Rhône-Méditerranée-Corse nous demande d'être beaucoup plus ambitieux sur ce sujet de la désimperméabilisation. Et puis, il y a d'autres documents de planification au niveau national qui incitent à désimperméabiliser les sols. Donc, deuxième type d'actions qui sont soutenues. Troisième type, c'est tout ce qui est relatif aux économies d'eau et la question de la sobriété en eau. Donc, aider un ensemble de process au niveau des industriels, mais pas que, hein. On peut aussi s'intéresser, on est sollicité d'ailleurs par les hôpitaux ou par des piscines qui peuvent être considérées, suivant le gestionnaire, comme des activités économiques pour réaliser des économies d'eau. Et force de constater, on a aussi, par exemple, où on a été beaucoup sollicité en 11e programme, c'est tout ce qui est relatif au lavage des automobiles et les stations de lavage, où là, il y a des capacités de faire des économies d'eau pour, entre autres, aussi pouvoir bénéficier lorsqu'il y a des arrêtés cas de sécheresse, de continuer l'activité. Et puis, dernier type d'opération que l'on soutient, c'est les projets qui visent, alors ça ne rejoint pas le sujet des économies d'eau, mais un peu de sujet de la ressource en eau malgré tout, à réutiliser les eaux usées traitées.
derrière des stations d'épuration. Donc, on va réutiliser les eaux traitées pour les injecter dans différents process, pourquoi pas les tours aéro-réfrigérés ou l'arrosage des espaces verts de l'entreprise, etc. Voilà les types d'opérations que le programme soutient, avec des critères d'accompagnement que vous pourrez découvrir dans les fiches aide. Notamment, ça, c'est quelque chose qui est récurrent, tout ce qui est relatif à la création d'une nouvelle entreprise ou l'augmentation d'une activité n'est pas éligible à l'agence de l'eau. On est là pour apporter des aides sur des activités qui existent et pas ce qui va se créer. Ce qui va se créer doit être conçu suivant les standards d'économie d'eau, etc., de moindre risque de pollution au milieu. Les dépenses d'entretien ne sont pas éligibles. Les entreprises, tout projet porté par des entreprises en difficulté, donc en difficulté financière, ne sont pas éligibles. Et puis, lorsqu'il y a une mise en demeure par arrêté préfectoral, par exemple, d'aller faire des investissements pour réduire la pollution, eh bien là, on se prive des aides de l'agence de l'eau. On a des montants minimums d'aide qui sont 10 000 euros, donc en dessous d'un montant de travaux de 10 000 euros, les projets ne sont pas éligibles, sauf dans des cas particuliers, en particulier les opérations groupées sectorielles. Et puis, on a des taux d'aide qui sont variables et ils sont bien précisés dans les fiches aide qui vont de 40 à 60% suivant la taille de l'entreprise. Donc, quand on a affaire à une grande entreprise, eh bien, le taux appliqué est de 40%. Et lorsqu'on a affaire à une petite entreprise, eh bien, on le majore de 20% pour avoir un taux de 60%. Voilà on va passer à aborder un peu plus en détail par thématique. Donc, pour la réduction des pollutions de nature industrielle, donc on n'est pas sur la pollution agricole ni domestique. Donc, le programme, on est bien sûr, on poursuit l'objectif d'améliorer la qualité des eaux et des milieux. Donc, on finance des études et des travaux qui visent à réduire les émissions de pollution. Donc, il s'agit d'actions individuelles. Donc là, on est bien sur des projets où on est en capacité d'évaluer la réduction en termes de kilos de pollution qui est soustraite par le process qui va être mis en place et des technologies propres. On va pouvoir accompagner la réduction de pollution issue du ruissellement des eaux. Par exemple, on travaille on est amené à financer des projets sur des aires de lavage de matériel, sur des aires de carénage des bateaux, où là, il y a de la pollution toxique qui, si elle n'est pas récupérée, elle ruisselle et puis elle rejoint le milieu naturel, donc elle pollue le milieu. Et donc, on va aider des travaux qui visent à retenir ces pollutions ou toute autre mesure, je ne rentre pas dans le détail. Voilà, les conditions d'aide. Donc, quand on est sur des sujets macropolluants, on a des couples à fin, un projet, on commence à intervenir lorsque le projet est supérieur à 50 000 euros. Et on a aussi des coûts plafonds sur les travaux quand on va s'intéresser au ruissellement des eaux pluviales. Voilà pour ce qui est de la réduction des pollutions de nature industrielle. Sur la gestion intégrée des eaux pluviales, je l'ai déjà un peu développé, mais on va aider aussi des études et des travaux. Il s'agit de déconnecter les eaux pluviales des réseaux pour aller infiltrer ces eaux dans le sol ou les récupérer. Donc, quand on les récupère, eh bien, on peut penser, par exemple, on va les récupérer des eaux de toiture, on les récupère dans des cuves, et puis cette eau, eh bien, on va la réutiliser, on va l'utiliser pour arroser des espaces verts, par exemple. Donc, on accompagne les études, l'assistance à maîtrise d'ouvrage également, et puis tout ce qui est relatif au projet, donc les terrassements, l'ouvrage d'infiltration, s'il faut mettre en place une cuve pour récupérer les eaux de toiture, eh bien, ça fait partie de la dépense éligible. Voilà, tous ces ensembles de dépenses sont éligibles au 12e programme. On a des conditions d'éligibilité comme la première chose sur ces projets-là, il faut vraiment qu'il y ait une étude préalable avec des études de perméabilité des sols, de savoir comment était
été bien prises en charge par un réseau d'assainissement, des études de dimensionnement, des études hydrauliques. Suivant que on s'intéresse à un système, un réseau pluvial, enfin un réseau qui est en séparatif ou en unitaire, eh bien, on a des conditions d'éligibilité qui sont différentes. Vous voyez que lorsqu'on s'intéresse à un réseau séparatif, eh bien, on a un seuil en dessous de ce seuil qui est de 2000 m² déconnectés. Eh bien, on n'intervient pas. Donc, il faut vraiment que le projet soit ambitieux. Et lorsqu'on est en réseau unitaire, c'est vraiment la priorité. Par exemple, à Marseille, on est sur un réseau unitaire. Tout projet est pertinent puisque, bon, il va directement contribuer à limiter les flux qui arrivent à la station d'épuration. Et donc là, on est en capacité d'intervenir, quelle que soit la surface qui est traitée par le projet. On a souvent dans nos aides des coûts-plafonds qui s'appliquent pour calculer l'aide. Là, sur les projets de gestion intégrée des eaux pluviales, eh bien, on a un coût-plafond de 50 € par mètre carré déconnecté. Voilà, donc voilà, quand on a un projet de 2000 m², par exemple, puisque c'est le seuil dont je vous ai parlé, eh bien, l'enveloppe maximale de travaux éligibles aux aides est de 100 000 €. 50 fois 2000 m², ça doit faire 100 000 €. Et là-dessus, on va appliquer notre taux d'intervention qui est en fonction de la taille de l'entreprise, donc 40, 50 ou 60%. On va passer à la diapo. Alors, on vous a mis quelques exemples de projets. Dans le milieu industriel, on va beaucoup s'intéresser à des parkings souvent. Voilà, quand on est avec les collectivités, on a les écoles, on a des voies de circulation publiques. Là, sur les activités économiques, on va avoir à financer notamment des parkings avec des parkings qui sont gérés dont les eaux pluviales sont prises en charge par des noues d'infiltration. Là, vous voyez sur la gauche des illustrations. On peut avoir aussi des jardins de pluie, enfin différents types de projets, et puis après des solutions qui sont, je dirais, plus grises, un peu moins vertes, mais qui visent, vous en avez certainement connaissance, à mettre en place des... Dites-moi si je suis toujours dans les temps ou s'il faut que j'accélère. Je suis dans ma présentation. Moi, je pense que c'est toujours bon. Là, on avait dit 40 minutes, c'est ça, hein. Bah, C'est bon, François. si on conclut dans pas longtemps, c'est bien. D'accord, ok, je vais un peu accélérer alors. Voilà, donc vous avez des structures grises qui sont là avec des enrobés drainants, des pavés, etc., pour prendre en charge les eaux pluviales. Voilà, diapo suivante, donc on va passer à la thématique suivante. C'est la sobriété en eau. Donc un sujet très important au deuxième programme. Et donc là, on accompagne tous les porteurs qui ont des travaux qui permettent de faire des économies d'eau individuellement, donc avec un volume plancher, je dirais, d'économie d'eau. Donc on va aider les projets qui sont ambitieux, qui permettent de faire des économies qui sont supérieures à 2000 m³ d'eau par an. Voilà, alors on peut imaginer des nouvelles technologies pour faire ces économies d'eau. On a des conditions d'aide, donc il faut effectivement que ces projets conduisent à une diminution du prélèvement, hein, c'est l'objectif, hein, c'est aller diminuer le prélèvement dans le milieu naturel. Il faut qu'il y ait des dispositifs de comptage pour pouvoir bien apprécier que le volume d'eau économisé qui était escompté dans le projet voilà, et on le mesure et on sait voilà, on est en capacité de le suivre. On a aussi dans cette thématique-là des coûts-plafonds, donc en fonction du mètre cube d'eau économisé. Donc le coût-plafond est de 40 € par mètre cube économisé et par an. Ce coût-plafond nous permet de calculer l'assiette éligible. Sur cette assiette éligible, eh bien, on applique notre taux d'intervention 40, 50, 60%. Je dois dire qu'aujourd'hui, on est beaucoup sollicité sur cette thématique-là. Vous savez que le plan eau a identifié des industriels prioritaires, hein, mais voilà, c'est les gros industriels, les ICPE souvent qui sont identifiés, mais on a tout un ensemble de porteurs de projets qui aujourd'hui réfléchissent à faire des économies d'eau dans différents domaines. Donc on passe à la slide suivante. Alors, quelques exemples comme pour la Désimpère, hein, donc la mise en circuit fermé de refroidissement. Donc, on a financé des travaux chez l'entreprise Charles et Alice.
qui ont permis une réduction de 76 000 mètres cubes d'eau par an dans leur prélèvement dans la nappe de la Drobe. On a financé voilà, l'entreprise Florette aussi pour mettre des débitmètres et puis des travaux sur leur process avec des essoreuses et donc qui permettent aussi de réduire leur prélèvement, donc avec des volumes d'eau qui sont tout à fait significatifs. Voilà, on a d'autres exemples de réutilisation, recyclage, voilà, je vous laisse les découvrir. Je ne vais pas forcément tous les citer puisque le temps passe, mais voilà, on est en capacité d'accompagner tout un ensemble de maîtres d'ouvrage sur cette thématique d'économie d'eau. On va passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. On a aussi la capacité dans ce programme d'accompagner des actions qui sont groupées, on appelle ça des actions groupées sectorielles. Donc là, on s'intéresse plutôt à des structures qui vont porter ces actions. Donc, dans les deux thématiques que vous voyez là, donc la sobriété en eau, et donc également la réduction des émissions de micropolluants dans l'environnement. Donc là, on va financer une structure animatrice et puis on va financer qui va animer une démarche d'action groupée, hein. Donc ce sont souvent des fédérations professionnelles, les fédérations de caves, des chambres consulaires, la fédération de l'hôtellerie, par exemple, de plein air. On va financer ce type de structures qui vont conduire des actions groupées sur notre bassin. On a financé par exemple la Fédération des peintres pour acquérir des machines pour laver les pinceaux et donc réduire leurs émissions de micropolluants dans le milieu naturel. Donc ça, c'est quelque chose, ce montage-là, il existait au 11e programme, on le poursuit au 2e programme avec voilà, des structures porteuses. Et derrière, on est en capacité d'aller aider les entreprises qui sont souvent affiliées à ces fédérations professionnelles et qui conduisent des actions qui contribuent aux objectifs du programme. Et dernière slide, on a aussi cette mécanique d'appel à manifestation d'intérêt. Donc, c'est un peu le même montage qui a été lancé au mois de juillet 2025. Donc, elle est clôturée, hein, cette démarche d'appel à manifestation d'intérêt, pour aussi aider des opérations groupées sectorielles qui vont répondre aux deux enjeux, donc la pollution par les micropolluants et ou la réalisation d'économies d'eau. Et donc, cet appel à manifestation d'intérêt s'est adressé également à des fédérations, des syndicats professionnels, des chambres consulaires ou tout type d'associations qui aujourd'hui ont candidaté à cet appel à projet qui est en phase de sélection. Donc, ils vont, à la suite de cette démarche d'AMI, là, ils vont nous proposer, ou ils l'ont déjà fait dans leur dossier de candidature. Donc là, ils ont déposé une lettre d'intention. Et puis, ils vont déposer un dossier en dur pour bien identifier les actions pour lesquelles ils nous sollicitent. Mais je dirais que c'est voilà, cette démarche, elle a eu lieu, elle est clôturée. Donc, c'est un peu peut-être que certains qui nous écoutent aujourd'hui ont candidaté à cette démarche. Alors, je n'ai pas le résultat aujourd'hui de cette démarche, mais voilà, il serait d'ici la fin de l'année, vous serez avisé voilà, des candidats qui ont été retenus. Voilà un peu, bon, c'est vrai que le temps passe vite. Voilà, je suis à votre disposition pour répondre à l'ensemble des questions. On n'a évoqué qu'une partie de ce 12e programme. Vous voyez, on a évoqué uniquement le volet industriel. Bon, s'il avait fallu tout développer, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Ouais. Merci, Monsieur Robéry. Bah, je pense que c'est important le volet industriel. Aujourd'hui, il y a une majorité d'entreprises là, Ouais. qui participent à ce Oui, webinaire. En tout cas, ce qu'on vous propose à tous les participantes et participants, c'est de mettre vos questions dans la partie conversation chat Hmm. et on fera une session questions après la présentation Ouais. qui suit, c'est-à-dire celle de Ariette Sonzac.
Mais c'est vrai, Oui, enfin, c'est un vrai. dernier point peut-être par rapport à l'innovation, parce que j'imagine qu'il y a tout un ensemble d'auditeurs là qui sont concernés par des projets d'innovation. Le sujet de la sobriété, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup dans les sollicitations, il y a beaucoup d'innovation, hein, qui est proposée. On va financer des projets que l'on n'avait pas l'habitude de financer, donc l'innovation a toute sa place dans ce programme. On n'est pas là pour financer directement des entreprises qui font de l'innovation, mais des porteurs de projets qui mettent en œuvre des innovations. C'est plutôt ça la façon dont on peut accompagner de l'innovation dans le cadre de ce 12e programme. Voilà, Merci. je vous en Merci prie. beaucoup. Bien. Après cette présentation sur le 12e programme côté Rhône Méditerranée Corse, je vais laisser la parole à Ariette Sourzac côté Agence de l'eau Adour-Garonne. Ariette, si ça te convient, je passe les slides comme je viens de le faire, ou si tu préfères, n'hésite pas à me dire si tu souhaites prendre la main. Oui, j'ai mis pas mal d'informations, donc peut-être que des fois je passerai plus vite. Comme ça, vous pourrez vous y référer éventuellement si besoin d'approfondir. Donc moi, je suis Ariette Sourzac-Paulet, je suis chargée de mission innovation, micropolluants et réutilisation pour l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, forcément, je vais être un peu redondante sur certains sujets avec l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, puisqu'il y a des grandes similarités dans nos objectifs, évidemment, même si parfois des différences dans la façon de les mettre en œuvre, puisque on a des organisations différentes et des enjeux différents sur nos territoires. Voilà. Tu peux y aller. Voilà, bon, du coup, je sais pas, je sais plus si l'agence de l'eau RMC l'a présenté, mais du coup, sur la France, on a 6 grands bassins hydrographiques. Et donc, voilà, Rhône-Méditerranée-Corse, vous êtes sur la part un peu est, sud-est. Et Adour-Garonne, on va dire que c'est le sud-ouest. Donc nous, sur Adour-Garonne, on est un bassin assez rural. Donc ça fait 118 000 km². On recouvre 3 régions, 26 départements. Et ça recouvre environ 8 millions d'habitants, avec différents bassins, du coup, sous-bassins, qui sont détaillés sur la carte. Vas-y. Et on est organisé du coup par un siège à Toulouse et des délégations sur Bordeaux, Brive-la-Gaillarde, Rodez, Toulouse et Pau. Donc c'est des personnes qui sont sur le terrain et qui peuvent instruire les dossiers sur le terrain. En plus du siège qui vient plutôt en expertise et en appui de l'instruction des dossiers sur le terrain et des personnes qui sont au contact des gens du terrain. Et donc, comme pour l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, nous avons un comité de bassin donc, qui représente ce qu'on appelle un parlement de l'eau. Donc, je vous ai mis un petit peu la façon dont c'était organisé, avec des représentants des différents collèges, donc usagers économiques, non économiques, État, collectivités territoriales. Et donc, ce comité de bassin, qui est en lien avec un conseil d'administration, définit le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui sont les grands objectifs sur notre bassin et dont l'agence de l'eau est un peu l'opérateur technique. Et donc, l'approche est la même, est la même que précédemment. On est sur une approche solidaire, donc on connecte, comme on est sous tutelle du ministère du Budget et du ministère de la Transition écologique, on collecte des redevances et on décide, enfin on répartit l'argent collecté par ces redevances dans différentes aides venant répondre aux objectifs, entre autres du SDAGE, du grand document directeur qui est le SDAGE pour nous. Les priorités de l'agence sont accompagner le développement des politiques de l'eau dans les territoires, assurer les équilibres entre ressources disponibles, usages et besoins des milieux en recherchant sobriété et en déployant un mix de solutions pertinentes, préserver et restaurer les milieux aquatiques et la biodiversité et protéger la qualité de l'eau. Voilà, donc le 12e programme qui a démarré là en 2025 est doté de moyens accrus. Donc par rapport au 11e, on a 72 millions d'euros supplémentaires. Et donc on prévoit de déployer 2 milliards d'euros d'aide pour les 6 prochaines années, ce qui représente environ 332 millions d'euros par an.
Et donc, dans le diagramme présenté, je vous montre un petit peu les répartitions prévisionnelles de ces 332 millions d'euros annuels, donc en fonction des différents sujets, pollution domestique, eau potable, industrielle, aquatique, etc. Voilà. Je vous laisserai le parcourir après. Et ça, c'est plus pour information. C'est comment sont répartis 100 euros de redevances qui sont perçus par l'agence, donc qui sont finalement les contributeurs de ces redevances. Vous avez vu où est-ce qu'on dispatchait les aides, et là, c'est d'où viennent finalement 100 euros de redevances. Voilà, des différents usagers, soit préleveurs sur la ressource, soit contributeurs d'une pression qualitative sur la ressource. Donc nous, sur Adour-Garonne, enfin nous, tout le monde d'ailleurs, mais en tout cas le bassin Adour-Garonne est fortement impacté par le changement climatique. C'est un des bassins en tout cas les plus impactés en France. Aujourd'hui, on est déjà en fait en déséquilibre entre les besoins et la ressource disponible. On est déjà en déséquilibre d'environ 250 millions de mètres cubes d'eau. Et on a un déficit projeté avec le changement climatique à 1,2 milliard de mètres cubes d'ici 2050. Bon, c'est des grosses estimations, grosses mailles. Vous savez très bien que le changement climatique, il y a beaucoup d'incertitudes quand même encore dans les projections. Néanmoins, les données qu'on a aujourd'hui en termes de prospective, c'est une baisse des débits de près de 40% sur le bassin Adour-Garonne, une augmentation des températures, une occurrence plus importante des épisodes de sécheresse, des répartitions en pluviométrie beaucoup plus aléatoires, même si elle ne va pas forcément beaucoup baisser, mais en tout cas, ça sera beaucoup plus aléatoire entre les différents mois, les saisons dans l'année. Et enfin, on a aussi une pression démographique assez forte puisqu'on a une augmentation de population prévue de 1,5 million d'habitants d'ici 2030. Et pour illustrer un petit peu, une des conséquences un petit peu directe du changement climatique, mais il y en a beaucoup plus que ça, c'était juste pour faire une illustration, il y aura une occurrence plus importante des sécheresses. Donc par exemple, en 2022, on a eu une sécheresse assez importante. On a eu plus de 500 communes en rupture d'alimentation d'eau potable. Ou en tension. Donc, on a fait une étude prévisionnelle sur 2050 au regard de l'évolution démographique et au regard des données Explore 2 sur le changement climatique. Et on estime que d'ici 2050, on aurait 50% de la population de notre bassin qui serait impactée sur l'alimentation en eau potable si on ne change pas dès aujourd'hui, voire même hier, nos pratiques par rapport à la gestion de la ressource en eau. Voilà, là je voulais vous faire un petit focus sur le bon état des eaux parce que c'est aussi ce qui nous, ce qui nous, ce qui nous drive un petit peu, c'est l'amélioration du bon état des eaux. Donc voilà, ça c'était une photo du dernier état des lieux, mais il y en a un autre qui va pas tarder à sortir, mais j'ai pas encore les dernières cartes. Mais en tout cas, voilà, le dernier état des lieux sur l'état écologique, on pouvait considérer qu'on était environ à 50% des masses d'eau en bon état écologique. Donc on avait déjà une progression par rapport aux DASH précédents. Donc là, je vous présente la carte sur les masses d'eau superficielles. Et sur l'état chimique, on est à 91% des masses d'eau superficielles en bon état chimique. Et ensuite, si on peut passer à la slide suivante, c'était une présentation sur la partie eau souterraine. Donc là, c'est l'état chimique et l'état quantitatif des masses d'eau souterraine sur notre bassin. Et puis, je vous passerai là-dessus. Et là, c'était aussi un élément du dernier état des lieux pour que vous voyez un petit peu où se situent un peu les pressions anthropiques sur nos masses d'eau. Et donc, voilà, on a des apports différents entre le domestique, l'industriel, l'agricole, les pressions phytosanitaires, et puis après les prélèvements plus quantitatifs ou les impacts aussi de la morphologie des cours d'eau qui impactent directement la qualité et le bon état des masses d'eau. Pour juste montrer aussi comment ce travail de l'agence il évolue un peu dans le temps, ben, là je vous montre un petit peu là où il y a eu des progrès quand même. On voit sur les concentrations en DBO5 dans les rivières ou la concentration en ammonium dans les rivières, on voit que les différents exercices, les différences d'âge depuis déjà plusieurs décennies ont contribué assez significativement à des baisses de ces pressions, même s'il en reste et qu'on en découvre de nouvelles, mais en tout cas, on voit concrètement à quoi sert en fait nos actions sur le bassin.
Et un autre exemple d'action et d'amélioration, c'est par exemple sur la qualité de l'eau, sur 62% des 95 captages prioritaires, voilà, via 10 ans d'action préventive, on a réussi à améliorer la qualité de l'eau sur ces captages. Et je voulais faire un petit focus sur la gestion quantitative. Donc effectivement, notre objectif, ça serait d'arriver à mobiliser 850 millions de mètres cubes via différents types d'actions. Par exemple, les économies d'eau, un gros levier, 200 millions de mètres cubes. Le stockage multi-usage, 140 millions de mètres cubes, mais aussi d'autres actions comme le soutien d'étiage accru, de façon à mobiliser des eaux quand on est en période d'étiage ou de difficulté entre la demande et la ressource disponible. Des actions liées à l'agroécologie qu'on estime à 140 millions de mètres cubes possibles d'économie. La mise en place de SFN, donc de solutions fondées sur la nature. La mise en place de projets aussi de réutilisation des eaux non conventionnelles, donc permettant de substituer des ressources en tension ou de décaler en tout cas leur usage dans le temps. Des actions sur l'hydroélectricité, la recherche de nappes et sur les canaux. Ça, c'est pour l'aspect gestion quantitative. Et maintenant, je vais essayer de vous détailler un petit peu, du coup, quelles aides on apporte en fonction des bénéficiaires. Du coup, je vais être complémentaire, c'est très bien avec l'Agence de l'eau RMC. J'avais considéré que peut-être vous étiez aussi, vous pourriez avoir besoin de savoir à quoi vos clients pourraient prétendre euh, si vous avez des clients qui sont des collectivités ou des agriculteurs. Donc, je suis aussi allée dans le détail de ce qu'on pouvait apporter comme aide sur ces autres bénéficiaires. Donc voilà, là, c'est un volet sur les collectivités territoriales. Donc ça, c'est nos objectifs un petit peu chiffrés pour ce 12e programme. Donc, engager des travaux sur les 300 systèmes d'assainissement qui aujourd'hui contribuent encore fortement à la dégradation de la qualité des cours d'eau. Réduire le nombre de masses d'eau en pression forte et significative sur lesquels des travaux restent à engager. Donc ça, c'est l'aspect un peu assainissement. On veut vraiment mettre le paquet sur tout ce qui est encore en pression significative au niveau des systèmes d'assainissement. Sur la partie eau pluviale, on a comme objectif en tout cas de mettre en œuvre 250 opérations vertueuses de gestion intégrée des eaux pluviales. Donc ça a été très bien présenté tout à l'heure, l'intérêt de pouvoir capter ces eaux à la source plutôt que de les faire rejoindre les réseaux d'eau pluviale ou d'assainissement. Sur le volet trame bleue, on voudrait traiter au moins 80 ouvrages par an. Sur le volet gestion des milieux aquatiques et humides, restaurer 700 hectares par an de zones humides et restaurer aussi 1000 km par an de cours d'eau. Sur le volet démarche territoriale, mettre en œuvre sur 88 périmètres élémentaires prioritaires donc pour la gestion quantitative notamment, une stratégie de bassin d'atteinte de l'équilibre. Gagner 100 millions de mètres cubes au travers de projets multi-usages et avoir des engagements des territoires sur la transition agroécologique. Et contribuer au gain de 200 millions de mètres cubes d'eau économisée, donc via la sensibilisation, le déploiement de dispositifs hydroéconomes, des opérations groupées d'équipements de bâtiments publics, la réduction des fuites dans les réseaux AEP, la mise en œuvre de projets de réutilisation des eaux non conventionnelles. Donc j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure. L'idée, c'est de travailler à la fois sur les eaux usées traitées sorties de stations d'épuration, mais aussi les eaux pluviales, les eaux grises, les eaux de piscine, toutes les eaux non conventionnelles qui pourraient quelque part refaire un petit cycle de l'eau avant de repartir vers le grand cycle. Et enfin, on a comme objectif aussi d'avoir une couverture totale du bassin Adour-Garonne par des SDAGE. Donc, c'est des déclinaisons du SDAGE. C'est des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, donc qui sont déclinés au niveau des territoires qui composent le bassin. Ça, c'était pour les collectivités. Et donc, juste après, je vous présente du coup les nouveautés un peu de ce 12e programme. Donc, j'ai parlé de cet appui un peu fort là sur la... pardon, je suis... Hop. Ce qui est nouveau au 12e programme, et c'est un peu une constante sur toutes les aides du 12e, c'est la nécessité de prendre en compte l'impact du changement climatique.
les surcoûts éventuels, les projections ou les impacts que ça peut avoir sur les dimensionnements des ouvrages. En tout cas, d'avoir conscience de ce que ça pourrait impacter sur l'avenir et sur l'investissement qui est projeté. Il y a aussi sur les collectivités, malgré les reculs, on va dire, qui ont eu lieu au niveau national, nous, on veut inciter les collectivités à la prise de compétences sur la protection de la ressource en eau. Et donc le regroupement des collectivités pertinent pour la prise de ces compétences. On veut aussi pouvoir intégrer les SFN, donc les solutions fondées sur la nature, dans les projets et les actions. Donc, ça, je l'ai dit. Par exemple, travailler sur les inondations, les îlots de fraîcheur, la biodiversité, la gestion des eaux pluviales, la désimperméabilisation, la restauration des milieux aquatiques et humides, le maintien des haies. On veut aussi que la transition agroécologique, je l'ai déjà évoqué, soit largement déployée dans différentes stratégies du comité de bassin. Donc, on a des stratégies autour de la gestion quantitative, autour des captages, autour de la gestion de l'eau potable. On veut renforcer une mesure qui marche bien aujourd'hui, c'est les paiements pour services environnementaux, qui marchent bien dans l'agriculture. Et on veut les renforcer sur le volet zone humide et qualité eau potable, en impliquant davantage les collectivités. On a mis en place aussi un nouveau modèle de soutien économique pour le soutien des débits, le soutien d'étiage, donc pour sécuriser la réalimentation des cours d'eau importants, notamment. Voilà. La gestion intégrée des eaux pluviales, ça a été aussi bien renforcé dans les conditions d'éligibilité. On va renforcer les moyens consacrés à l'animation et l'appui technique aux collectivités. On va financer des diagnostics un peu hauts aussi dans le cadre des PLUI et des SCOT. Et on renforce aussi le volet micropolluant. Donc on le renforce sur le volet curatif, donc sur le volet eau potable en finançant des pilotes sur les polluants émergents et en finançant aussi du traitement quand on a des non-conformités, notamment sur les phytosanitaires. On renforce sur le volet traitement en assainissement, voilà, pour les collectivités qui sont volontaires. Donc on le renforce, c'est nouveau en fait. Avant, on n'accompagnait pas le traitement tertiaire ou quaternaire des micropolluants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a intégré pour le 12e programme. Il est toujours, j'en parlerai après, il est toujours d'actualité sur le volet industriel, le traitement des micropolluants. Et on souhaite renforcer l'animation et la mise en œuvre de plans d'action préventive. Voilà, donc là, il y aura d'ailleurs, à partir de 2026, on va mettre en place un réseau d'animation sur la question des mesures préventives sur les micropolluants. Donc, ils seront à destination à la fois des collectivités, des industriels et d'autres, ça pourrait être l'artisanat ou le secteur de la santé. Voilà, je fais un petit passage sur les agriculteurs. Donc ça, l'agriculture, on a pour objectif de développer 150 projets de filière agroécologique, d'accompagner 70 000 hectares de conversion en agriculture biologique, de développer nos paiements pour services environnementaux sur 150 000 hectares par an. Et un peu pareil que sur les collectivités, mais décliné différemment, de contribuer toujours au gain de 200 millions de mètres cubes d'eau économisés via soit la création et l'aménagement d'ouvrages, la mobilisation de volumes stockés non utilisés, développer la potentialité de l'agroécologie, j'en ai déjà parlé, mieux piloter et être plus efficient sur l'irrigation et mettre en œuvre des projets de réutilisation des zones non conventionnelles. Hop. Alors, dans les nouveautés du coup du 12e programme, on a des aides pour renforcer la résilience des filières face au changement climatique. Donc, un accompagnement des conseils individuels et collectifs pour la mise en œuvre de pratiques agroécologiques, un accompagnement des prises de risques financiers aussi à différents maillons pour développer des filières à bas niveau d'impact en agriculture. Donc, on a renforcé les PSE, j'en ai déjà parlé, sur les zones humides, l'eau potable, les prairies permanentes.
Voilà, on a des financements qui se sont adaptés aussi pour doubler les volumes de soutien de débit. L'agroécologie aussi et souvent elle se retrouve dans différentes conditions d'éligibilité sur les aides agricoles. Voilà, et puis après, on intègre différentes modalités. On a intégré différentes modalités dans nos aides qui sont issues de différentes expérimentations qu'on a menées dans le domaine. Là, je passe du coup aux industriels et aux entreprises. Du coup, j'ai fait une petite slide de plus là-dessus, parce que peut-être qu'effectivement, c'est peut-être plus ce qui va vous intéresser. Donc, l'objectif sur les industriels, c'est de réduire les pressions majeures dont on a connaissance, donc sur au moins 100 masses d'eau qui sont aujourd'hui encore en pression industrielle forte et significative. Ça revient à peu près en objectif aussi à supprimer 2000 kg de micropolluants, donc c'est un indicateur un petit peu englobé. Et comme sur les autres domaines, le volet économie d'eau, donc avec des aides sur la mise en circuit fermé, la mise en place de dispositifs hydroéconomes, sur les process de fabrication qui sont conformes aux meilleures techniques disponibles, et aussi la mise en œuvre de projets de réutilisation, donc que ce soit du recyclage, de la réutilisation sur site, de la réutilisation externe et de la récupération d'eau pluviale. Voilà, donc les aides sur la partie industrielle, activité économique, sont conditionnées à une approche globale. Donc, on incite les acteurs à pas regarder qu'une seule partie de leur activité, mais aussi à regarder à la fois la réduction des pollutions, les économies d'eau et la prospective climatique. Là, on s'est basé sur les taux maximaux qui étaient permis par l'encadrement des aides, sur tout ce qui est les études prospectives et quand on est dans des projets ambitieux. Donc, sur le volet des pollutions, ça va être fiabiliser, améliorer les traitements, réduire les pollutions, notamment les micropolluants à des taux bonifiés, la gestion intégrée des eaux pluviales, la prévention des pollutions accidentelles et le développement des opérations collectives et de partenariats. Donc, comme ça a pu être évoqué tout à l'heure, par exemple, les opérations avec les peintres ou avec les pressings. Sur le volet économie d'eau, pardon, j'avais pas fini. Sur les volets économie d'eau, l'idée c'est de prioriser les zones à enjeu, donc là où les bassins sont en déséquilibre, de développer des démarches prospectives, voilà, et de travailler sur circuit fermé, recyclage, réutilisation, ça je l'ai déjà dit. Voilà, et donc voilà, bon, je vais passer parce que je pense que j'ai dit quand même beaucoup de choses déjà. Voilà. Et puis en parallèle de ces actions ciblées par bénéficiaire, on a aussi des actions beaucoup plus larges qui s'adaptent, qui peuvent s'adresser à plusieurs bénéficiaires en fonction des typologies de projets. Donc c'est des actions un peu d'accompagnement. Vas-y, tu peux continuer. Voilà, donc par exemple sur l'innovation, on accompagne le développement de nouvelles solutions. Donc par exemple, on a lancé un AMI fin d'année, fin de 11e et qui se poursuit là au 12e pour faire émerger des démonstrateurs sur le traitement des micropolluants. Donc voilà, avec un accompagnement au montage et à la recherche de financement. Voilà, on a aussi travaillé sur un outil Vigie-Sécheresse. Donc là, j'avais marqué lancer la consultation, mais en fait, la consultation est terminée. Mais du coup, voilà, un marché pour essayer de travailler sur l'innovation dans le domaine de la prévision des sécheresses. Et on met en place dans l'innovation la stratégie interne qu'on appelle RIO, Recherche, Innovation, Expertise pour l'eau. Donc ça commence à être déjà bien installé. Et on poursuit, ça c'est déjà ce qu'on faisait au 11e, l'accompagnement au fil de l'eau d'opérations innovantes. Et donc on les priorise sur les thématiques prioritaires de notre stratégie RIO. Et donc ces opérations innovantes, pour le coup, elles peuvent financer des opérations, des projets collaboratifs qui incluent ou monopartenaires, qui peuvent inclure des entreprises apporteuses de solutions, des usagers, des laboratoires, etc. Donc, on peut financer chaque partenaire du projet collaboratif. L'idée, c'est d'expérimenter en conditions réelles avec les apporteurs de solutions, les experts et les usagers des solutions et des méthodes innovantes.
de façon à les évaluer et à faciliter leur déploiement ultérieur. Donc on est plutôt sur des innovations relativement matures. Voilà, on est en développement expérimental, si j'utilise les termes consacrés, même si on n'est pas toujours dans les bonnes définitions. Voilà, donc c'est relativement mature et donc notre objectif, c'est de donner le coup de pouce final et de pouvoir évaluer la solution pour après, pourquoi pas, ça nous est déjà arrivé, le financer en routine. Voilà, donc il y a une plaquette dédiée à l'innovation. Vous retrouvez les taux d'aide. Donc, on est sur des taux d'aide maximum de 50%. On peut financer aussi les études préalables et aussi l'évaluation de procédés innovants. C'est des choses aussi qu'on fait dans le cadre un petit peu classique de nos aides. Bon, ce que j'ai écrit après, je l'ai déjà dit. Donc, c'est le développement final de l'innovation. Il faut associer l'usager et il faut avoir une tierce expertise aussi dans le projet collaboratif de façon à prendre du recul et à porter un regard un peu critique sur l'innovation qui pourrait être proposée par un apporteur de solutions. Là, je vais passer plus vite, ce sont un peu moins mes domaines de compétences, mais voilà, on a. Non, remonte, pardon, que je vais quand même dire un mot. Redescends. Oui, je sais, mais là, le Teams ne me répond plus. C'est bon. Redescends. Oui, donc juste pour dire, on a aussi des aides sur la partie connaissance environnementale et surveillance des milieux. Voilà, et on essaye de développer la science participative. Voilà, on est beaucoup aussi dans l'innovation sur la partie télédétection. On finance des réseaux de suivi, des observatoires. Voilà, c'est tout ce qui est milieu, connaissance sur les milieux aquatiques, les impacts, etc. Donc, c'est le volet un peu études, connaissance environnementale. Voilà, maintenant tu peux y aller. Et on accompagne aussi du coup les études de connaissances et les projets de recherche, donc qui sont plus à volet connaissances, hein, ce qui est différent de l'innovation, où là on peut avoir des développements économiques derrière et donc des intérêts un peu différents. Et donc là, on va chercher à répondre aux problématiques des impacts du changement climatique. On va axer nos financements sur les solutions d'adaptation, notamment les solutions fondées sur la nature, les moyens pour les mettre en œuvre et les priorités que j'évoquais tout à l'heure dans la stratégie Rio. Et voilà, et après on a le volet sensibilisation éducation. Ça, je vais passer vite. On a aussi des aides sur le volet, vas-y, passe, sur le volet accès à l'eau. Voilà, on aide les associations, les ONG qui auraient des projets, notamment dans le cadre de la coopération internationale. Et voilà. Et donc, je finis par un panorama des outils de communication. Donc, si vous allez sur notre site internet, vas-y, passe. Voilà, vous trouverez beaucoup d'outils sur nos redevances, comment ça fonctionne. Il y a des webinaires, il y a des replays, il y a des fiches. Ensuite, vas-y, passe. Voilà, on a aussi différentes vidéos, des fiches par bénéficiaire. Donc, je vous avais mis l'entête sur celle de l'innovation, mais pour toutes les aides que je vous présentais, vous pouvez retrouver des fiches avec les taux d'aide, les conditions d'éligibilité un petit peu détaillées. On a commencé avec une médiathèque, donc voilà, sur le site internet, vous retrouvez normalement beaucoup d'informations. Vas-y, passe. Et c'est voilà l'exemple de fiche qu'on a, comment on dépose une aide, les aides, les objectifs, etc., que je vous ai présentés qui sont repris. Et on est toujours à double entrée, donc soit par bénéficiaire de l'aide, soit par thématique de l'aide. Donc normalement, vous devriez arriver à trouver le cas qui vous concerne. Et je crois que j'ai terminé, non? Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Ariette. Effectivement, hein, je confirme, enfin, que ce soit les agences de l'eau côté Adourgarn ou RMC, la communication a toujours été très belle et très bien faite. Mais là, sur le 12e programme, les fiches, etc., c'est extrêmement bien détaillé et précis et clair. Donc, n'hésitez pas à aller sur les sites. Est-ce que nous avons des questions?
Oui, il y a une question du coup dans le chat, Simon, donc sur des exemples de nouveaux modèles économiques de soutien des débits pour les collectivités, pour les agriculteurs. Alors, c'est une très bonne question, mais c'est pas du tout mon domaine. Là, je suis sur un exercice un peu compliqué de présenter les aides de toute l'agence. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous trouver les références et les documentations qui vont bien pour répondre à cette question ultérieurement. Parfait. Et il y avait la même question pour les paiements sur services environnementaux, si vous avez des exemples, mais peut-être pareil. Oui, ça pour le coup, il y a des exemples aussi sur le site, mais je vous ferai un retour avec les bonnes personnes, etc. Oui. Ok, Donc, Je vais noter les questions. on fera la mise en relation, du coup, entre toi et ces personnes qui ont posé des questions. Parce que moi, je suis Oui, plus sur l'innovation, la réutilisation des micropolluants. Donc, c'est vrai que les autres sujets, je vais avoir un peu besoin de les construire avant de pouvoir vous répondre. hmm. Oui, nous, à l'agence de l'eau RMC, on a des exemples au 11e programme sur les PSE qui vont être remis en place, mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'informations au 12e programme. C'est quelque chose qui n'est pas engagé au 12e programme. On a des REX sur des PSE au niveau d'un app de l'accro, au niveau du pays d'Aix sur les vignes. Voilà. Une question de Olivier Lucas. Donc, dans le cadre d'un projet de reuse en industrie, est-ce que l'agence de l'eau instruit le dossier sur un plan technico-réglementaire, entre parenthèses, conformité traitement avec les normes seuil applicables visées pour la reuse? Alors, l'instruction réglementaire, ça, c'est les services de l'État. Donc là, vous allez voir votre guichet unique qui va vous dire en général, l'ADREAL, c'est l'industrie, mais ça peut être un autre service si jamais on s'adresse à d'autres enjeux. Donc là, l'instruction réglementaire, c'est vraiment les services de l'État, le guichet unique, donc DDT, DREAL ou autre, en fonction de l'enjeu. Nous, par contre, ce qu'on va demander sur l'instruction financière donc, du dossier, ça va être le document, s'il y a besoin d'une autorisation, une déclaration, le document validé par les services de l'État, Oui. avant de pouvoir procéder à Mm. l'instruction définitive. Mm. Oui, enfin, nous, on est sur la même approche. On ne va pas financer des projets qui n'ont pas d'assises réglementaires. Donc ça, c'est vraiment un incontournable. Et sur la REUT, on a une stratégie au 12e programme. La REUT, oui, mais pas de partout, hein. Donc, quand on est sur des rejets qui vont directement en mer, il n'y a pas trop de difficultés. Lorsqu'on fait de la REUT sur des ouvrages d'assainissement, des stations en particulier qui rejettent dans des cours d'eau et qui contribuent largement au débit d'étiage de ces cours d'eau, on peut se poser la question de l'intérêt de la REUT. Donc, on demandera une note environnementale détaillée pour apprécier l'intérêt environnemental de chaque projet. Ouais. C'est On la a même par chose pour exemple nous. dans le pays d'Aix, on a des cours d'eau qui sont alimentés à l'été à l'étiage à plus de 90% par le rejet de stations d'épuration. Donc aller supprimer une partie de ce rejet pour le réutiliser, ça peut poser question. Oui, on est sur la même ligne complètement. On a les mêmes exigences. Mm. Bien, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Vous pouvez aussi lever la main directement, hein, c'est comme vous le souhaitez. Oui, on a une question. Donc, alors attendez, j'arrive pas à lire. En fait, il y a un Tu- complément d'Olivier Lucas à la réponse qui vient d'être donnée et il y a une autre question qui est venue. Il y avait la question sur l'autorisation de l'ADREAL en amont du dépôt. C'est ça. Alors, j'ai envie de nuancer un petit peu. Juste, oui, il nous faut l'autorisation de la DREAL. Après, ça peut être en cours de dépôt, mais dans tous les cas, si on n'a pas l'autorisation, on n'instruira pas le dossier. On ne le présentera pas en commission. Par contre, quand on est dans des cas qui ne sont pas couverts par la réglementation, ce qui peut arriver, là, dans ce cas-là, on peut travailler ensemble en amont, on peut regarder les choses avec les services de l'État, on peut essayer d'aboutir à quelque chose d'intermédiaire, quoi. C'était juste pour nuancer parce que sur la RUT, on n'est pas toujours dans le cadre d'une réglementation. Oui, oui.
Tout à fait, oui. Oui, oui. Où la réglementation n'est pas totalement à jour sur ces sujets-là. Bon, on est dans la même approche, hein. Oui. Effectivement, quand il va y avoir un projet intéressant, on ne va pas se priver de, voilà, de l'examiner et puis d'y associer autant que besoin les services de l'État pour être sûr qu'on ne finance pas quelque chose qui pourrait être par la suite remis en cause par la réglementation. C'est ça, enfin, la question, quoi. Merci. Et puis peut-être qu'on va prendre la dernière question. Donc, dans le cadre des actions visant à réduire les rejets de micropolluants en secteur secondaire, est-ce que le dispositif de soutien concerne l'ensemble des types de micropolluants ou existe-t-il une liste spécifique de substances éligibles définissant le périmètre d'intervention de l'agence? Qu'est-ce que vous entendez par le secteur secondaire? Ou l'industrie? Ah oui, d'accord. C'est industriel. Pour moi, pour moi, le dispositif concerne l'ensemble des types de micropolluants Oui, oui, pour l'agence enfin, de l'eau de Garonne. oui, pour nous aussi, micropolluants, ça revêt, enfin, c'est un spectre de substances qui est très, très large, quoi. Les micropolluants, il y a plus de 100 000 substances qui peuvent donc on n'a pas de bien sûr, il y a les substances qui sont identifiées par la directive cadre qui sont peut-être prioritaires, mais après on n'a pas figé une liste de substances particulières. Non, tout à fait, ouais. Parfait, merci. Bien, écoutez, je vous propose qu'on passe à la suite. On avait quelques appels à projets complémentaires à vous présenter avec Simon. Donc, s'il y a d'autres questions, bah, écoutez, on pourra les faire passer par message. Là, comme il nous reste 15 minutes, je propose qu'on enchaîne. Merci en tout cas à tous les deux, François, Ariette, pour vos présentations. Merci. Alors, si le PowerPoint veut bien passer, hein, bien sûr. Voilà. Merci effectivement à tous les deux. Merci Simon. Donc effectivement, on voulait clôturer donc ce club innovation en vous présentant les principaux appels à projets qui sont en cours à la fois à l'échelle européenne et nationale. Et donc je vais vous parler un petit peu d'Europe maintenant. La première opportunité, donc, c'est Horizon Europe. Alors, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vous rassure, je vais faire ça très, très rapide. Donc, globalement, au niveau du programme Horizon Europe, donc le programme cadre de la Commission européenne qui finance des projets de recherche et développement, donc, ce sont quasiment uniquement des projets collaboratifs, donc avec au minimum 3 entités légales de 3 États membres, c'est souvent plus, hein. Et ces projets collaboratifs sont notamment intégrés dans le cluster 6 où il y a la majorité des financements dans le domaine de l'eau, mais pas que, puisqu'il y a aussi dans d'autres clusters. Donc le cluster 6 qui traite des sujets d'alimentation, de bioéconomie, de ressources naturelles, d'agriculture et d'environnement. Donc, le cluster 6 est organisé en 7 destinations. Donc, il y a notamment une destination sur la Terre, l'océan et l'eau pour le climat. Une destination également sur l'environnement propre et zéro pollution. Donc, il y a vraiment plusieurs destinations qui peuvent concerner des projets sur les thématiques de l'eau. Sachez également qu'il y a une mission spécifique qui est donc la mission régénérer notre océan et nos eaux. Donc on parle à la fois d'eau douce et d'eau salée avec 3 objectifs spécifiques que vous pouvez lire sur cette slide. Et donc on est principalement sur des projets de recherche et développement avec 3 catégories d'actions que je ne vais pas vous détailler là. Des actions de recherche et d'innovation, des actions d'innovation et des actions de coordination et de soutien. Sachez que la chance qu'on a, c'est que les brouillons des programmes de travail, donc programmes de travail qui définissent les thématiques de manière très précise sur lesquelles la Commission va intervenir, sont déjà disponibles pour 2026 et 2027. Vous avez le lien qui est indiqué sur la slide. Et pour information, donc nous allons également organiser, et avec l'entreprise, avec Aquavalley et Aquanova, donc les pôles de l'eau,
un Club Europe où on va justement décrypter les appels à projets dans le domaine de l'eau. Et donc, ce Club Europe aura lieu le 21 novembre à 10 heures. Donc, si vous souhaitez creuser ce sujet, connectez-vous à notre Club Europe, ce sera avec plaisir, ou reprenez contact avec nous pour qu'on puisse détailler les choses ensemble. La deuxième opportunité européenne dont on voulait vous parler, c'est le partenariat Water for All. Donc, il y a un appel à projet qui est en cours. La première étape clôture le 13 novembre 2025, donc c'est quand même assez, ça va arriver très très vite, mais donc cet appel à projet nous semblait intéressant puisqu'il traite donc, de la thématique eau et santé. Donc le partenariat, il rassemble 90 partenaires de 33 pays et donc il lance donc, des appels à projets. On est donc sur le quatrième appel. Avec des sujets, des thématiques de recherche, donc sur principalement les contaminants transportés par l'eau et les risques pour la santé, les outils et technologies innovantes pour la surveillance de la qualité de l'eau, le traitement de l'eau et l'atténuation de l'exposition, et enfin un dernier axe sur plutôt les aspects de gouvernance et d'innovation socio-économique. On vous en parle aussi puisque c'est des projets européens qui vont rassembler au maximum 7 partenaires maximum. Donc tout est relatif, mais c'est des petits projets à l'échelle européenne. Donc c'est assez intéressant pour une première expérience à l'échelle européenne. Et point très important, c'est chaque agence de financement qui finance ses partenaires nationaux et régionaux. Donc dans le cas des partenaires français, c'est l'Agence nationale de la recherche qui finance donc, les partenaires français selon ses propres règles. Et dernier appel, alors on n'est pas là sur un appel à projet, mais sur un appel d'offres, donc qui s'appelle PCP Wise. Donc c'est vraiment en fait de l'achat public, hein, puisque donc PCP Wise regroupe 26 partenaires donc de 9 pays, dont 12 acheteurs publics, donc directement des villes, notamment la ville de Rotterdam par exemple, des fondations, des agences d'innovation. Et donc, ce projet lance donc un appel d'offres pour des marchés publics pour l'innovation en matière de gestion de l'eau pour la résilience climatique. L'objectif, c'est vraiment de créer des outils d'intelligence innovants basés sur l'observation de la Terre, avec 5 défis majeurs: la sécheresse urbaine, les excès d'eau en milieu urbain, la sécheresse en milieu rural et le suivi des inondations, sachant que les appels sont aussi par grande zone géographique, comme vous pouvez le voir à l'écran. L'idée, c'est vraiment de co-développer avec les acheteurs publics des services de nouvelle génération dans le domaine de l'intelligence de l'eau basés sur l'observation de la Terre. Et vous voyez qu'il y a différentes phases possibles. Donc, vous avez les montants qui sont affichés par sous-traitant avec euh, les différents acheteurs le nombre d'acheteurs qui sont mentionnés, avec une date de clôture qui est prévue au 7 janvier 2026. Donc, ça laisse un peu plus de temps pour préparer vos projets. Voilà, sachant qu'on est bien sûr à votre disposition, Simon et moi, si vous avez des questions sur ces appels, et je vais laisser la parole à Simon pour qu'il nous présente les appels à projets nationaux. Oui, voilà, je vais passer assez rapidement. Quelques appels à projets, opportunités que vous pouvez saisir à l'échelle régionale ou nationale. Donc là, il s'agit du Space for Climate Observatory, donc qui a ouvert un appel à projet qui a ouvert le 1er septembre et qui clôture dans pas longtemps, puisque c'est le 16 novembre la clôture. L'idée là, c'est de valoriser des projets innovants liés au spatial. Donc, il faut que ça réponde à un besoin concret, il faut que ça utilise du coup les données satellitaires et que ça soit des partenariats solides. Donc, les collaborations multi-acteurs sont fortement encouragées. Et puis, qu'il y ait une idée de reproductibilité et de passage à l'échelle de ces projets. Alors, il n'y a pas de financement sur cet appel à projet. En fait, c'est surtout d'avoir un label internationalement reconnu, d'avoir de la visibilité qui est renforcée, d'avoir un accompagnement personnalisé et du lien avec des partenaires qui font partie du Space for Climate Observatory.
Donc, j'ai lu sur leur site qu'il pouvait y avoir éventuellement un financement associé selon les projets, mais voilà, ne comptons pas dessus, c'est principalement visibilité, partenariat, accompagnement. Ensuite, je voulais vous parler de IDEMO régionalisé. Donc, les projets IDEMO régionalisés, c'est à l'échelle nationale et régionalisée. Donc, il y en a en Centre-Val de Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes, en région Sud PACA et bien sûr en Occitanie. Donc là, j'ai fait un focus sur la région Occitanie, puisqu'on a une incertitude sur le devenir de IDEMO régionalisé côté PACA. Donc, voilà, on a préféré pas forcément mettre de détails là dans cette présentation. Donc l'idée de ces IDEMO, c'est que ce soit des projets collaboratifs, très important, c'est la condition sine qua non, donc avec des partenaires de recherche ainsi que des entreprises. Donc vous le voyez à gauche de la slide, l'assiette de dépenses à engager doit être comprise entre 1 million et 4 millions d'euros. Le consortium doit contenir au moins 2 entreprises et un partenaire de recherche, mais le chef de file sera l'entreprise. En termes de taux d'aide maximale, on a une aide donc maximale de 300 000 euros avec des taux d'intervention qui varient selon la taille de l'entreprise, entre 60, 50 et 40%. Pour l'appui au montage, nous le redisons, mais n'hésitez pas à revenir vers nous. Alors, côté Occitanie, l'agence de développement ADOC et bien sûr le pôle Aquavalley. Côté Sud-PACA, bien, il y a l'agence de développement Rising Sud et puis Aquavalley avec EA Eco-entreprise. Donc, pour relire votre projet et puis vous accompagner au mieux. Et les prochaines dates de relève sont alors le 28 octobre, donc bon, c'est la semaine prochaine, hein, il vaut mieux que le dossier soit déjà bien écrit pour cette échéance. Par contre, il y a une date le 25 avril 2026 et cet appel à projet clôture le 31 décembre 2026. Ariette, est-ce que tu as une question sur cet appel à projet spécifiquement? Non, c'était juste pour dire que j'ai oublié de dire que effectivement, évidemment, un label du pôle Aquavalley, un accompagnement du pôle Aquavalley pour notre financement sur les projets d'innovation aussi, et très intéressant pour nous. Comme tu le dis pour IDEMO, je le dis aussi pour les aides agences, c'est le label Aquavalley est un apport pour nous sur le financement des projets d'innovation. Super, merci beaucoup. Ensuite, les projets d'innovation, donc projet d'innovation Occitanie, donc c'est pareil, il y a le pendant sur les autres régions. Il s'agit de projets là individuels, donc c'est pour des entreprises de type PME ou ETI le projet peut être sur différentes thématiques qui correspondent à la stratégie régionale de l'innovation. Il y a une des thématiques, c'est eau, économie et gestion maîtrisée, usage et risque, donc c'est celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Et puis, je ne vais pas forcément trop détailler dans le temps restant, mais en tout cas, la clôture est au 31 décembre 2026, là aussi, et le dépôt se fait au fil de l'eau, avec des taux d'aide qui sont variables selon la taille de l'entreprise. Et l'aide ici est comprise entre 75 000 et 500 000 euros. Très rapidement, un appel à projet qui nous a été remonté assez récemment de l'ADEME, donc la date de clôture est au 4 décembre, et c'est des appels à projets de recherche, donc ce sont les acteurs de la recherche qui sont ciblés. En revanche, les partenariats avec des entreprises et ou des acteurs locaux sont bien sûr encouragés. Donc là, l'objectif, c'est de développer la connaissance des impacts des polluants et des activités anthropiques sur le vivant, donc le vivant, qu'il s'agit des humains, de la biodiversité ou des écosystèmes. Donc les thématiques, vous les voyez en bas de la slide, ce sont les effets sur le vivant d'une exposition aux pollutions, l'économie circulaire, l'évaluation systémique et territorialisée des impacts des pollutions, les méthodes d'évaluation environnementale et les données de référence, méthodes et outils pour l'évaluation dans le secteur du transport également. Voilà pour ce panorama des appels à projets à la fois européens, régionaux, nationaux. Pour conclure ce webinaire, on souhaitait, donc Simon et moi, vous mentionner 2 événements sur lesquels EA Eco-entreprise et Aquavalley sont impliqués pour la fin de l'année. Donc le 30 octobre, semaine prochaine,
Nous avons un petit déjeuner d'innovation sur la thématique polluants émergents vers le couplage de solutions de traitement. Ça sera à Aix-en-Provence. C'est limité en termes d'inscription. Il nous reste quelques places. On le limite à 30 participants. C'est vraiment une rencontre d'experts, à la fois scientifiques et entreprises, sur le sujet en question. Voilà, ce n'est pas un événement réseautage ou autre. Voilà, c'est plutôt pour favoriser les échanges et les collaborations scientifiques-entreprises. Mais du coup, sentez-vous libre de vous inscrire si vous répondez un peu à ces conditions. Et puis le dernier événement, il s'agit de la 5e édition de nos Aqua Business Days, donc organisée par Aquavalley en partenariat avec EA Eco-Entreprises. Il s'agit là d'un événement qui rassemble beaucoup de nos adhérents. Il y a 200 personnes qui étaient présentes l'an dernier sur la thématique cette année eau et énergie, des enjeux croisés pour des stratégies territoriales durables. Ça sera le 11 décembre à Nîmes pour la journée de conférence, table ronde, rendez-vous B2B. Et le 12 décembre, vous le voyez, c'est sur 2 jours pour une journée de visite de site qu'on est en train d'organiser avec des sites donc plutôt autour de Nîmes qui pourront être visités. Donc, vous voyez quelques chiffres sur cet événement. Plus de 200 visiteurs attendus. L'an dernier, il y a eu plus de 250 rendez-vous d'affaires. Il y a des tables rondes, conférences. Et je voulais vous faire un petit focus sur la cérémonie des trophées de l'innovation, puisque nous cherchons à valoriser des partenariats entre les acteurs académiques et les acteurs entreprises. Donc, il y a un formulaire sur le site internet des Aqua Business Days. N'hésitez pas pour un projet qui serait dans le domaine de l'eau, bien sûr, mais c'est très vaste. Ça peut être à l'état d'idée ou à l'état de projet terminé avec des résultats. L'idée, c'est qu'il y ait une valorisation des partenariats académiques entreprises. Donc, n'hésitez pas, il y aura des lots à gagner pour le lauréat, bien sûr. Et on espère vous y voir nombreux sur ces Aqua Business Days. Voilà, bah Simon, je te laisse conclure s'il y a un mot. Voilà, nos contacts affichés à l'écran pour terminer. Ben, effectivement, on est à votre disposition, Simon et moi, si vous avez des questions, notamment sur le montage de vos projets de recherche et d'innovation. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez vu de belles opportunités aujourd'hui. Voilà, nos coordonnées sont affichées. Et puis, ben, merci encore aux deux agences de l'eau, Monsieur Ribéry, Monsieur et Madame Sourozac, pour leurs interventions. Effectivement, donc on a enregistré le webinaire. Donc, comme convenu, hein, les slides vous seront envoyés et le replay sera disponible également sur notre site. Voilà, on espère que vous avez identifié de belles opportunités et on est à votre disposition, Simon et moi. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci encore.